On n'entend absolument rien. Non mais j'ai besoin de vous, je rigole pas. Là, on n'a pas une chorale. Il a déjà fait. Voilà. Pour l'anecdote, on a envoyé des messages qui a une enceinte, qui nous apporte une enceinte. Et... On n'avait pas prévu de vous faire chanter. Il y a toujours des petits loupés. C'est tout bon. Vas-y. Avant de démarrer, est-ce qu'on est bon au niveau de la technique? Lucille, Thomas, Tom. Ça va, tout est bon? Trop bien. Matos, on, c'est tout bon. C'est bon. Élise est là. Élise qui est pour l'instant là, mais qui va très vite. Alors, bienvenue à toutes. Très heureuse, on est très heureuses toutes les trois de vous accueillir, les très fidèles, les nouvelles, on prend toutes les femmes qui sont portées par les audacieuses. Bienvenue au Pilgrim Hotel qui nous reçoit ici au cœur du quartier latin. Et vous avez vu, nous en tout cas on aime beaucoup cette déco. Merci évidemment à Élise, allez viens avec nous pour le petit, un gros clap pour Élise quand même. Élise, qu'on laisse quand même s'asseoir au début parce qu'il y a quand même tout un pan introductif qui prend un peu de temps. Donc, on avait quand même envie de te laisser tranquille pour la première partie, mais après, ce sera le talk. Merci évidemment à Big Media, qui est le média de BPI France, qui sponsorise les audacieuses et qui nous permet de rayonner encore plus. Et Myriam, notre représentante, qui vous en dira un petit mot tout à l'heure. Et puis que vous dire avant qu'on se présente, surtout individuellement, le concept des audacieuses, vraiment en 2 mots, parce que bon, on en a la 7e édition, donc je pense que vous avez peut-être compris, mais ça fait quand même toujours du bien de le redire. Les audacieuses, c'était quoi? L'idée, c'est parti d'une intuition, d'une envie d'allier nos forces toutes les trois, de parler d'audace, parce que plus on en parle, plus on est audacieuse, j'en suis convaincue. On le ressent chacune à nos niveaux, donc on espère vraiment vous transmettre ça et que vous repartiez de ces soirées pleines de rencontres et boostées dans vos propres audaces. Chacune son audace. Mais alors, qui sont ces audacieuses? Pour le savoir, chacune va se présenter et avec un tonnerre d'applaudissements. Bonsoir à toutes, bonsoir aux amis, bonsoir aux fidèles, bonsoir aux nouvelles, bonsoir aux audacieuses qui sont venues seules parce que je crois qu'il y en a quelques-unes, donc bravo. Et donc moi je suis Swazik Castelnerac et je suis la créatrice d'Amour Toujours, le média du bien-être amoureux. Mon objectif clairement c'est d'inciter les couples à remettre de la joie, de la vie et de l'amour au cœur de leur relation avec des idées simples et efficaces. Donc vous pourrez venir vous inspirer sur le compte Insta Amour Toujours Média et puis vous inscrire à la newsletter. Enfin voilà, on vous inonde on vous inonde. En tout cas, on essaye de vous inspirer des idées, mais toujours simples et efficaces à mettre en pratique dans vos couples. Bonjour à toutes, on est super heureuse, comme l'a dit Céline, de vous retrouver ce soir pour la 7e édition. En effet, je vois des fidèles, je vois des nouvelles têtes, donc on est très heureuse. Et puis il y a ma sœur aussi qui est venue toute seule, que je suis très heureuse d'accueillir ce soir. Moi, pour celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Laura Pouliken. Dans la vie, je suis ghostwriter LinkedIn. J'aide les entrepreneurs, les CEO à prendre la parole sur ce réseau social. LinkedIn, si vous n'y êtes pas encore, il y a énormément d'opportunités pour vos business, vraiment. Et puis, je suis également bien sûr la créatrice du podcast L'Aléa, qui est l'objet de mon association avec les filles. L'Aléa, c'est le podcast pour devenir acteur de sa vie malgré les aléas positifs, négatifs que l'on rencontre tous et toutes, tout en préservant son bien-être.
Moi, je suis Céline Ferrari. Je viens tout droit de Londres pour vous, où j'habite en famille depuis 1 an et demi avec mon mari, mes 3 enfants. C'est une sacrée expérience, mais je suis toujours ravie de revenir à Paris pour le travail, surtout pour de si belles occasions. Et le travail, c'est quoi? Je suis journaliste, intervieweuse. Je le fais en podcast, en vidéo, et puis lors d'événements comme celui-ci, que ce soit à Paris en collectif ou à Londres, toute seule, comme une grande, mais j'adore ça. J'adore mettre en lumière les autres, parler de sujets qui me touchent, lesquels c'est la famille. J'ai créé le podcast 1, 2, 3 pépites sur ce thème avec plus de 40 interviews de parents. Les sujets qui me touchent, c'est aussi évidemment l'expatriation de par mon histoire, et les sujets qui me touchent, c'est aussi l'entrepreneuriat, parce que c'est tout ce que je fais depuis 4 ans, depuis que j'ai quitté la voie du salariat et que je construis ce job sur mesure plein de challenges et qui nous mène dans des sacrées aventures comme ce soir. Et je vais laisser la parole à Myriam aussi. Myriam, que vous pouvez applaudir, qui va se présenter toute seule. Bonsoir à toutes, je suis donc Myriam Zaoui, je gère le compte Big Media chez BPI France. BPI France que vous connaissez certainement déjà. Big Media, du coup, c'est la plateforme, vraiment le média de la plateforme de marque de BPI. On a 3 piliers forts qui sont de vous informer, vous engager et vous inspirer. L'idée, c'est de représenter tous les entrepreneurs, de l'artisanat jusqu'à la très grosse boîte avec un PDG, et de raconter du coup tous vos parcours. On est présent sur Instagram, on a quasiment 80 000 abonnés maintenant. Je vous invite donc à suivre le compte si ce n'est pas déjà fait. On est également présent avec un site avec des audiences qui sont en croissance, plus de 2 millions de followers maintenant, que je vous invite à consulter, qui est une mine d'informations qui représente vraiment tout l'écosystème entrepreneurial, qui est donc bigmedia.fr. Voilà. On est ravis d'être aussi d'être présent ce soir en tant que partenaire sur l'événement Les Audacieuses. On a vraiment vocation pour le coup de représenter l'entrepreneuriat féminin, que vous représentez aussi toutes ce soir. Donc, vous pouvez être fiers de vous et on est fiers de vous accompagner. Et alors, on ne fait pas ça comme ça, dans cet ordre habituellement. Mais les partenaires jouent une place hyper importante dans le format des Audacieuses, parce qu'on adore s'entourer de marques qu'on aime et qu'on a envie de vous faire découvrir. On a envie que vous repartiez gâtés. Et donc, on va vous les présenter un à un. Donc, plus de surprises, puisque vous êtes assises avec vos tote bags, mais on va vous les présenter chacune selon quel partenaire on a choisi pour vous. Allez, j'y vais. Donc déjà, vous avez pu faire connaissance avec notre premier partenaire qui est Lillet, qui vous offre pendant cette soirée un cocktail alors plutôt frais et printanier. Donc merci beaucoup Lillet, fidèle partenaire des Audacieuses. Vous allez découvrir dans votre tote bag un bouillon élixir Rodista qui est là. Je ne sais pas si Pamela, la créatrice, est arrivée. Je la vois pas. Tu crois ? Non, je crois qu'elle m'a dit qu'elle était un peu en retard. Donc voilà, pour un petit élixir poulet, pour un moment bien-être. Je les ai goûtés, ils sont excellents. On remercie aussi Madame Figaro, qui nous accompagne pour la première fois, et je suis assez fière parce que je contribue souvent à des articles pour eux. Donc voilà, et en plus vous l'avez en avant-première parce qu'il n'est pas encore sorti. Donc trop chouette. On remercie. Oups, oh là là. On remercie trop d'entrain Astrid, alors pour le coup qui est là, qui est illustratrice, notamment illustratrice parce qu'elle a plusieurs facettes. Elle a créé pour nous ce soir des cartes postales, qui sont à l'effigie de notre invité, et puis aussi un peu sur le thème de l'audace. Donc vous les avez dans votre tote bag, on demandera tout à l'heure d'en sortir une à la fin de ce talk, vous verrez pourquoi. Non, c'est bien, super. Et moi, je vous présente Millet, qui est une marque, pour celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que c'est une de mes marques préférées au monde. C'est une marque qui lève le voile sur tous les tabous féminins en proposant des produits pour absolument toutes les problématiques féminines. Donc, les produits sont vraiment exceptionnels, je vous le dis. Et là, c'est un sérum corps de massage apaisant. Et puis, Karma, qui propose du granola sucré et salé. Délicieux, 100% fait maison. La créatrice est là ce soir, je ne la vois pas. Oui, voilà.
Et puis, bien sûr, comment ne pas présenter Élise Chalmin, qui nous habille ce soir. Magnifique. Et qui vous offre son joli tote bag avec 10% de réduction sur le e-shop. Donc voilà. Merci Élise. Merci. Alors de mon côté, j'ai 5 marques incroyables qui m'ont déjà soutenue, même à travers mon podcast 1, 2, 3 Pépites. C'est le cas de Merci Maman, que vous voyez ici. Merci Maman, c'est des bijoux personnalisés. Et là, pour ce soir, regardez, je suis trop fière parce que c'est vraiment le genre de cadeau que j'adore m'offrir. Donc, je suis trop contente que vous repartiez avec un petit bracelet que vous pourrez personnaliser sur place ici. Donc, pendant que vous nous écoutez, vous pouvez réfléchir à quel prénom ou quel mantra vous voulez mettre là-dessus. Et ça se passera pendant la soirée. Vous viendrez, il y a toute une équipe de choc, Astrid, Claire et Daphné pour vous. Merci. On a également Popote pour vous ou pour vos enfants. Popote, c'est des goûts sucrés, salés en petites gourdes comme ça, qui vous accompagnent dans votre vie de parents pour vous faciliter la tâche. Mais je vous assure que hier, j'étais chez eux et je m'en suis enfilé 2-3. C'était très bien aussi pour les adultes. Merci Popote. C'est une marque que j'adore, dont la communication autour de la parentalité me parle totalement. Donc, je vous invite vraiment aussi à aller suivre et à regarder ce qu'ils proposent, au-delà évidemment de leurs produits, de tout ce qu'ils font pour les parents. Manucuriste. Vous connaissez, je pense, mais si ce n'est pas le cas, Manucuriste c'est une alternative finalement au semi-permanent, c'est du green, c'est du clean. Et là, il vous propose la marque Active. Donc, il y en a 2 différents. Il y en a, ce sera cette couleur et l'autre plus beige. Mais en gros, ça, c'est sans top coat, sans base coat. C'est vraiment juste ça. Ça permet d'être un soin et une petite touche soit de couleur. Ou il y a du collagène dans l'autre, donc un peu de bombé l'ongle. Enfin bon, c'est pour vous faire plaisir et prendre soin de vous. Et ensuite, nous avons été sublimés cet après-midi chez le coiffeur. Nous étions dans la maison David Lucas, donc voilà, qui est un coiffeur qui a 5 salons dans Paris, qui a aussi sa propre gamme de produits. Et justement, dans ces produits, il y a le shampoing poudre, hyper pratique parce que très léger. Vous mettez un petit peu d'eau, ça mousse et ça vous fait un shampoing d'une qualité incroyable. Voilà, j'adore et je vous le recommande. Et enfin, je suis trop fière parce qu'elle vient de Londres. Donc vous vous doutez que c'est un peu parce qu'on se connaît. Anne-Charlotte, qui est juste ici, que j'ai déjà interviewée par ailleurs. Illustratrice indépendante à Londres, qui comme moi on arrive à peu près en même temps, expatriée depuis 1 an et qui fait des très beaux dessins et qui va vous croquer ce soir. Vous pouvez aller la voir, elle vous remet une petite carte personnalisée et nous aussi en tenue. Voilà pour la grande liste de partenaires qu'on est très très fiers d'avoir à nos côtés. Merci beaucoup. Et vous pouvez continuer à applaudir parce que cette fois-ci, pour de vrai, on accompagne Élise. Mais non, il y a l'audace, c'est l'audace. Pas du tout. C'était un faux, ouais. Élise, c'était un faux, une fausse arrivée. Je me suis trompée. Mais j'ai adoré l'entrée. Merci, je vous laisse parler. C'était un teasing parce qu'avant de débuter cette interview, et pourquoi Céline s'est trompée, c'est parce qu'on a rajouté cette partie. D'habitude, on enchaîne sur l'interview. Mais cette fois-ci, on avait à cœur finalement de parler d'audace en 2025 parce que c'est encore un mot qui est trop souvent associé à l'arrogance, au fait de se faire remarquer, de marcher sur les autres, alors que être audacieuse, c'est juste oser être soi, se choisir, même quand ça gêne ou que ça ne rentre pas dans les cases. Et si on a encore besoin d'en parler aujourd'hui en 2025, c'est parce que les chiffres le prouvent, c'est pas pour faire joli. Et selon l'INSEE, j'ai envie de vous mettre quand même en tête ces 4 chiffres. Seulement 7% des entreprises en France sont dirigées par des femmes. À la télévision, moins de 30% des expertes invitées sont des femmes. Les hommes postulent quand ils remplissent 60% des critères contre 100% pour nous. Ça fait réfléchir. Et 69% des femmes dirigeantes déclarent avoir déjà été freinées par le syndrome de l'imposteur. Alors, pourquoi ose-t-on moins en tant que femme ? Alors déjà, ça commence tôt avec l'éducation. On apprend très tôt aux petites filles à être sages, discrètes, à plaire. L'audace est souvent associée à la prise de risque,
à la confrontation des qualités peut-être longtemps perçues masculines. Pourquoi on ose moins, nous les femmes? Parce que beaucoup de femmes doutent de leur légitimité, même avec de l'expérience ou des diplômes, ce qui freine les prises de risques. Parce que l'audace dérange parfois. Une femme qui s'affirme est plus facilement perçue comme autoritaire ou prétentieuse, là où un homme sera vu comme un leader. Parce qu'on a moins de modèles féminins visibles dans les médias, dans les postes à responsabilité, et cela freine l'identification et donc l'élan d'oser. Parce que le poids des responsabilités domestiques et familiales pèse encore majoritairement sur les femmes, ce qui limite le temps et l'énergie pour oser. Plus de bande passante. Et j'ai des frissons quand je le dis. Alors Laura m'a posé cette question quand on travaillait sur ce texte de l'audace. Qu'est-ce que pour toi, Swazik, être audacieuse en amour? Alors je me suis assise, je me suis posé la question et je vous livre ce qui m'est venu assez naturellement. Être audacieux en amour, c'est penser que son couple durera toujours, que l'on s'aimera quoi qu'il arrive, que toi et moi, c'est pour la vie. C'est audacieux, car si l'on se fie aux chiffres, force est de constater que l'espérance de vie du couple est plutôt limitée. Donc oui, il faut un brin de folie et une sacrée dose d'audace pour promettre à son âme sœur, devant monsieur le maire, devant monsieur le curé, devant notaire ou encore devant tous ses proches rassemblés, respect, fidélité, secours et assistance. Mais avant même cette promesse, la base du couple est audacieuse. Pourquoi? Parce que faire couple, c'est accepter d'être aimé, accepter qu'un autre pose sur nous un regard tendre, bienveillant, un regard admiratif, un regard passionné, un regard d'avenir. C'est audacieux de se livrer à un autre, d'exprimer ce qui nous touche, ce qui nous anime, ce qui nous limite et nous dépasse. C'est audacieux parce que cela nous rend vulnérables, dépendants, mais responsables aussi. Responsables de cet amour que l'on nous porte et que l'on ne doit pas, que l'on ne veut pas décevoir. Et si je devais être audacieuse et me livrer un peu, je vous dirais que pour moi aujourd'hui, être audacieuse pour mon couple, c'est vouloir en faire une entité vivante, joyeuse, solide. Une entité au centre de notre famille, sur laquelle nos enfants puissent compter et s'appuyer pour avancer et se lancer. Une entité au cœur de mes préoccupations et de mes projets, une entité qui a sa place et son mot à dire. Mais le plus audacieux n'est pas là encore. Le plus audacieux, c'est certainement vouloir s'élever ensemble, faire de nous une femme et un homme de valeur, de parole, de beauté et de bonté. Oui, vraiment, avoir le désir audacieux de faire de nous deux quelqu'un de bien, juste quelqu'un de bien. Être audacieux dans sa vie de famille, c'est se poser cette question. Et si on faisait un peu différemment pour que ce soit plus nous? Et si l'audace dans la vie de famille, ce n'était pas tout chambouler, mais simplement d'oser ajuster, questionner, choisir? Alors pas forcément des choses extraordinaires, mais s'écouter, se parler et construire ensemble une vie qui nous ressemble vraiment. Parce qu'être audacieux en famille, ce n'est pas imposer ses envies. C'est un subtil équilibre entre ses désirs personnels et ceux de chaque membre de la famille. C'est chercher ensemble un chemin commun sans s'oublier soi-même. Alors être audacieux en famille, pour moi, c'est communiquer, parler ensemble vraiment, se construire des projets qui vous ressemblent, à vous, pas ceux qu'on vous a soufflés ou imposés. Alors ça peut paraître très gestion de projet, dit comme ça, on se donne un cap, un horizon de temps, quelques étapes, mais au fond, c'est comme ça qu'on avance. Et qu'on avance vers une vie qui nous correspond. Et non, ce n'est pas forcément spectaculaire. Tout le monde ne part pas faire le tour du monde en voilier. En tout cas, moi, vraiment, ça me paraîtrait impossible. Mais ce qui compte, c'est d'oser construire la vie de famille qu'on souhaite vraiment. La deuxième forme d'audace, pour l'audace en famille, c'est prendre du recul. Mettre sur pause. Se poser ces questions simples, mais puissantes. Est-ce que ça me va ? Est-ce qu'on vit là où on veut vivre? Est-ce que notre rythme nous convient? Est-ce que nos relations nous nourrissent? Alors, on ne pourra pas être au top sur tout, mais on peut choisir où mettre vraiment son énergie et où là, pour nous, c'est important. L'audace, ce n'est pas avoir une famille parfaite. C'est oser se poser cette question régulièrement et si on faisait un peu différemment pour que ce soit un peu plus nous.
Et puis surtout se mettre en mouvement pour que la réponse qu'on se donne, c'est là le plus dur, puisse devenir réalité. Et comment être audacieuse dans sa vie professionnelle ? Et tout d'abord, il faut rééduquer sa perception de l'audace. On a en tête, tu le disais, pour la famille, mais c'est pareil au niveau professionnel, on a en tête quelque chose de spectaculaire. Alors qu'on peut commencer tout petit, dire non, dire oui, donner son avis, demander un feedback. On peut s'entraîner aussi à parler de soi sans s'excuser. On a tendance à lisser ses phrases, minimiser ses réussites, à dire, vous le dites toutes, à un moment donné, j'ai un petit projet, je me débrouille. Alors qu'en parlant comme ça, on sabote son impact. Donc vous préparez à un pitch clair, assumé. J'ai lancé un projet qui m'a permis je suis experte en. On ose avant d'être prête. On attend souvent, je le disais dans les stats, ça se confirme, de cocher toutes les cases pour postuler, pour se lancer, pour oser, tout simplement. Résultat, on laisse passer des opportunités. Alors, on vise des projets légèrement au-dessus de notre zone de confort et on se dit qu'on apprendra sur le terrain. Le terrain commande, on apprend toujours sur le terrain. On demande plus. Beaucoup de femmes n'osent pas négocier par peur d'être perçues comme trop. Encore une fois, on se reconnaît toutes là-dedans, trop exigeante, trop imposante, pardon. Mais selon Linda Babcock, que vous connaissez peut-être, qui est auteure de Women Don't Ask, un livre que je vous conseille, celles qui ne négocient pas peuvent perdre jusqu'à 500 000 € au cours de leur carrière. Et enfin, on s'entoure de femmes qui osent, comme vous faites ce soir, comme on fait nous depuis cette édition, et ça nous porte, mais c'est incroyable, et je sais que les fidèles aussi, parce que ça crée des opportunités, ça donne confiance. Donc, on continue. Et enfin, je veux finir avant cette fois-ci l'interview d'Élise. L'audace, c'est vraiment comme un muscle. Plus on est audacieuse, plus on sera audacieuse, plus ce sera facile. Vraiment. Donc, on muscle son audace et on y va. Et voici. Bienvenue, Élise. Allez, Élise. Viens par là. Bonsoir à tous. Hop là, c'est bon. Cette fois-ci, c'est la bonne. C'est mon moment. Notre star qui a mis un vêtement De star. Exactement, des stars. Merci, Élise. Merci à vous. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter simplement pour celles qui ne te connaissent pas forcément? C'est très intimidant. Vas-y, ça va bien se passer, on est plutôt sympa. Alors, je m'appelle Élise Chalmin, j'ai 34 ans, je suis maman de 2 enfants et je suis la fondatrice de ma marque de vêtements éponyme qui est divinement portée par les filles ce soir. J'ai monté mon gros projet il y a presque 10 ans maintenant et voilà, et qu'est-ce que je peux dire d'autre, j'ai une équipe qui m'accompagne qui est exceptionnelle et je suis très contente d'être avec vous ce soir. Merci beaucoup. Élise, moi je suis particulièrement touchée par le thème de la transmission et je pense qu'on comprend mieux quelqu'un quand on connaît quelques éléments de sa vie de famille, de son histoire. Alors, bon, on n'a pas 3 heures, mais est-ce que quand même tu peux me dire sur le sujet de ton enfance et puis de comment, dans quel contexte tu as grandi, est-ce qu'il te paraît important à nous partager là, juste entre nous? Bien sûr. Donc, je suis née en 1990. Je suis, comme dirait ma mère, la tranche de jambon dans le sandwich, c'est-à-dire que je suis la 2e d'une fratrie de 3 enfants. J'ai un grand frère et une petite sœur. Et j'ai grandi dans un contexte familial où un peu, disons, divisé parce que mes parents ont divorcé quand j'étais petite, quand j'avais 5 ans. Ma mère s'est mariée 2 fois, a divorcé 2 fois. Donc voilà, ouais, j'ai grandi dans cet univers un peu, disons, d'une famille pas vraiment construite en fait. Et tu m'as partagé dans la préparation de cette interview quand même 2 épreuves de ta jeunesse, Ouais. qui ont été autour de ta silhouette
sur le fait que voilà, on te reprochait presque peut-être d'être trop maigre. Donc ça, c'est quelque chose qui a été quand même fondateur dans ton enfance. Et puis donc pas mal de moqueries sur ce plan-là, et puis aussi sur le plan scolaire, tu avais pas mal de difficultés. Donc voilà, c'est deux choses que tu nous as confiées que je trouve hyper importantes et intéressantes de creuser. Est-ce que tu peux me dire en quoi ces deux épreuves ont finalement permis de forger ta personnalité et t'ont finalement amené là où tu es? Ouais, en fait, moi je suis très mince, j'ai toujours été très mince. Et en effet, aujourd'hui on parle beaucoup de harcèlement scolaire. Je pense que je peux pas dire que j'ai été harcelée, mais j'ai été beaucoup moquée, avec des réflexions pas très agréables à l'école, comme j'imagine peut-être on en a toutes déjà eu sur son physique, sur, j'en sais rien, sa personnalité. Mais c'est vrai que moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. J'ai eu du mal à m'accepter, et en revanche quand j'ai commencé à m'accepter, j'en avais vraiment plus rien à faire en fait du regard des autres, et je pense que ça a énormément aidé dans la construction de qui je suis aujourd'hui, de ma personnalité et de ma manière d'aborder les choses avec audace. Justement, on y revient. Au point d'aller jusqu'à créer ta ligne de vêtements. Ouais. Hein. Autant dire que oui. Tu mets en avant. Mais ça y contribue aussi parce que le vêtement, c'est soit quelque chose derrière lequel on va se cacher, soit quelque chose avec lequel on va se mettre en valeur. Et donc, j'ai toujours adoré les vêtements, même si à un moment, les vêtements ont été une hantise en fait. C'était ma hantise surtout parce que j'avais toujours le rêve d'avoir le même jean que ma copine et tout. Non, c'était pas possible parce que j'étais contente de l'avoir, mais ça m'allait pas du tout en fait. Donc oui, ça a été un peu ma hantise pendant longtemps, et puis après j'ai commencé à aimer ça, et je me suis rendu compte que le vêtement était en effet, comme tu dis, une armure, et que c'est par le vêtement aussi qu'on s'exprime énormément. Par exemple, je vais parler de mon père qui s'en fout complètement de sa manière de s'habiller, et moi j'essaye de lui dire, mais tu ne te rends pas compte, c'est l'image que tu renvoies aux autres. Si toi tu t'en fous, comment veux-tu que les autres te perçoivent comme quelqu'un qui fait attention à lui? Donc bref, je m'égare un peu, mais c'est comme ça, c'est aussi ce qui a aidé en effet la construction de mon projet. Et après la partie scolaire, j'étais nulle, quoi. Enfin, j'étais nulle parce que je pense que, comme mes vêtements aujourd'hui, je rentrais pas dans les cases. J'ai une logique un peu particulière, donc je comprenais pas forcément ce qu'on me demandait. Et je pense que il y a aussi la question de la confiance en soi qui va en fait assez vite nous faire plonger, je pense, scolairement. Donc j'étais pas nullissime, hein, mais j'étais pas très bonne, quoi. Et donc voilà, et puis en fait la création de la marque a joué aussi comme un truc pour me prouver à moi quelque chose. Mais aujourd'hui, mon rêve, ce serait que mes profs du collège voient ce que je fais. Et portent Élise Chalmin. Ouais. La revanche sur exactement, la revanche. Merci beaucoup. Merci à toi. Bon, tu disais que tu n'étais pas très bonne à l'école, mais tu as quand même réussi à faire des belles études, puisque tu es diplômée de l'University of the Arts of London, pardon pour ma prononciation, et tu as créé en 2017 ta marque éponyme Élise Chalmin à la sortie de ce diplôme. Aujourd'hui, tu es une entreprise rentable, en pleine croissance, dans un secteur quand même... Dans un secteur quand même, on va se le dire, ultra concurrentiel, la mode. Donc moi, j'ai envie de savoir finalement que tu nous expliques comment tu as réussi à te faire cette place sans renier ton style et tes convictions. Alors, je pense que déjà, je l'ai pas fait comme on créerait une boîte aujourd'hui, et je pense que même si je devais le refaire, je l'aurais pas fait de la même manière. Seulement, quand j'ai commencé, j'avais 25 ans et je ne voyais que le bout de mon année, et voilà, je me projetais pas, j'avais pas d'enfant, enfin, j'avais rien qui dépendait de moi en fait. Donc, je pense que ça a énormément joué.
Aujourd'hui, je le ferais différemment parce qu'à l'époque, je n'avais pas du tout d'argent. Je sortais de mes études, j'avais fait 2 stages. Enfin, j'avais clairement pas d'argent en fait du tout. Je pense que mes parents m'ont un peu laissé voguer quand même parce que quand j'y pense aujourd'hui, je suis sortie de mes études, j'avais pas de job. Mes parents m'ont dit bah essaye, fais tes trucs, ok. Et oui, et aujourd'hui, je l'aurais peut-être fait différemment parce que bah si je l'avais fait aujourd'hui, peut-être que j'aurais été en CDI avant. Donc éventuellement, j'aurais demandé une rupture conventionnelle et j'aurais eu un peu de sous à mettre dans mon projet. Là, bon bah voilà, j'avais rien, donc voilà. Mais c'est ce qui m'a aussi permis justement de faire avec rien et donc d'avoir l'audace de faire des choses que peut-être je n'aurais pas fait si j'avais eu du budget déjà dans ma boîte. Par exemple. Par exemple, avoir un bureau de presse, tu vois, pour faire parler de mon projet, alors que, en fait, je l'ai fait toute seule. Enfin, j'ai contacté les journalistes moi-même et j'ai pas pris un bureau de presse qui m'a mis en relation avec telle ou telle personne, tu vois. Okay. Donc oui, ça, je pense que ça a énormément joué. Et après, je pense que c'est aussi dans ma personnalité. Je suis quelqu'un de très débrouillard. J'aime bien faire les choses par moi-même, j'aime bien découvrir par moi-même et du coup je pense que ça joue et franchement je pense aussi que c'est un peu obligatoire dans l'entrepreneuriat parce que l'entrepreneuriat on est quand même seul avec soi-même quoi donc voilà, je pense que je me suis complètement égarée de la question, mais... Non, mais c'était vraiment, voilà, si tu avais des pistes peut-être que les filles ce soir peuvent reproduire pour justement être, en croissance, être rentable. Être en croissance, être rentable, il y a, entre guillemets, plusieurs moyens de le faire. Moi, j'ai toujours été rentable et en croissance parce que j'ai eu très peu de moyens, donc j'ai très peu investi. Donc, en fait, aujourd'hui et comme toujours, j'imagine, on peut décider de monter une société, de faire rentrer des investisseurs, de dépenser énormément d'argent pour faire connaître sa marque, pour faire découvrir aux clientes, acquérir des clientes, etc. Moi, j'avais pas cet argent, donc depuis le début, j'ai vendu, j'ai réinvesti, j'ai vendu, j'ai réinvesti, j'ai vendu, j'ai réinvesti. Je n'ai pas eu ce pic de down pour faire connaître et ensuite remonter une fois que tout le monde connaît et que tout le monde achète. Donc, je n'ai pas eu ça. Moi, ça a été, mais c'est une croissance qui est beaucoup plus lente. Des marques, par exemple, aujourd'hui, comme Balzac, comme Cézanne, ont des croissances qui sont énormissime, mais parce qu'ils ont un argent derrière qui est énormissime aussi. Donc voilà. Après, je ne l'ai pas fait aujourd'hui. J'y réfléchis quand même parce que à un moment c'est sympa de patauger et tout, mais voilà, j'ai réfléchi aussi. Ouais. C'est une autre manière d'entreprendre. En fait. Et puis tu es ta meilleure ambassadrice, clairement. Je te le disais tout à l'heure. Tu postes toute la journée des photos de toi avec les tenues et c'est vrai que ça joue, on s'identifie, tu suscites un pouvoir d'identification en fait énorme. Et j'avais aussi envie qu'on parle des couleurs parce que tu es vraiment une marque colorée, joyeuse, audacieuse. Il y en a pas des masses finalement dans le paysage exactement. Et donc j'avais envie que tu parles de ton rapport finalement aux couleurs et pourquoi selon toi il est important de mettre de la couleur dans son dressing. Alors, ça, c'est mon avis personnel. Moi, je pense que c'est important parce que... et ça va avec mon histoire personnelle. Moi, j'ai été donc très mince. J'ai eu envie qu'on ne me voit pas. Et puis un jour, j'ai eu envie aussi qu'on me voit parce que j'avais des choses à dire, parce que j'avais des choses à montrer, parce que je suis quelqu'un qui aime bien prendre la parole, qui prend un peu de place. Et je trouve que c'est important aussi de se différencier. Et c'est aussi là où tout est le challenge de ma marque aujourd'hui. C'est que on a plus tendance à s'habiller pour rentrer dans un moule, pour être plutôt discrète. Et après, il y a aussi une question de goût, évidemment. Mais je trouve que la couleur est quelque chose qui, déjà, se perd. Et c'est dommage. Et donc, on se différencie énormément quand on porte de la couleur. Et ensuite, c'est factuel, il y a des recherches là-dessus. La couleur est bonne pour la santé. En fait, la couleur est bonne pour le moral. Par exemple, avant, tous les enfants étaient habillés de toutes les couleurs.
Aujourd'hui, un peu moins. Mais c'est quelque chose, en tout cas, moi, personnellement, la couleur me fait du bien. J'adore regarder des couleurs, j'adore regarder des associations de couleurs, mais ça peut me rendre dingue, en fait. Vraiment, quand je vais sur Pinterest, alors j'ai des tableaux Pinterest qui s'appellent Mix and Match couleurs. Donc c'est genre quelle couleur va avec quelle couleur et tout. Donc c'est un peu. Mais c'est vrai que mais c'est comme de l'art en fait. C'est comme regarder des tableaux. Voilà, c'est quelque chose qui sécrète des choses en fait dans le cerveau quoi. Donc c'est aussi pour ça que moi j'aime travailler la couleur. Et dernière petite question avant de te passer la parole, Swazig. Voilà, je sais que tu as des convictions quand même écologiques. C'est un secteur qui pousse à la surconsommation. Toi, comment tu fais pour concilier finalement conviction écologique et réalité économique ? Bah, c'est toujours difficile. Mais je le fais. J'ai toujours fait des vêtements qui sont bien faits. Et ça changera pas. Et enfin, en tout cas, moi, c'est ma vision. Mais bien fait pour moi, c'est fabriquer pas trop loin. Mais encore plus que ça, c'est les matières qu'on va utiliser. Parce qu'aujourd'hui, une chemise qu'on met en machine et qui est en polyester va polluer à chaque fois qu'on la lave. Donc moi, ça a toujours été très très important pour moi d'avoir énormément de matières naturelles dans mon dressing. J'ai été éduquée comme ça aussi. Ma mère faisait attention à ce qu'elle nous achetait, donc toujours des chemises en coton, des pulls en laine. Enfin vraiment, elle a toujours fait très attention, quitte à passer d'un enfant à l'autre. Moi, ça va, j'étais au milieu. Donc voilà. Et après, nous on fait pas des productions de dingue. Enfin, l'idée c'est vraiment d'avoir une production qui va être raisonnée, qui correspond à ce qu'on a envie de montrer et parce que moi personnellement, bon déjà ça va aussi avec le fait que je n'ai pas envie que tout le monde soit habillé avec mes vêtements. Et je dis pas ça d'une manière snob. Ce que je veux dire, c'est que moi, je n'aime pas être habillée comme tout le monde. Donc, je veux pas que ma cliente, elle ait l'impression d'être habillée comme tout le monde. Donc voilà. Et ça, c'est très personnel. Moi, je sais qu'il y a des trucs que j'adore, mais je ne pourrais pas me les acheter parce que je sais qu'il y a X milliers de personnes qui vont avoir le même que moi. Ça me dérange. Et donc, ça m'aide aussi dans ma démarche écologique de ne pas produire trop. Merci beaucoup. Alors, on va changer un peu de sujet. Oui. Je prends une voix plus douce. On va parler amour, on va parler couple. Merci déjà d'accepter de Avec plaisir. nous livrer un peu de ton intimité, de votre intimité. Est-ce que tu peux, pour commencer déjà, nous présenter un peu ton couple, nous parler un peu de votre rencontre, de votre histoire ? Alors, je peux tout à fait. Donc, je ne sais pas comment on l'appelle parce que nous ne sommes pas mariés. Mon conjoint, alors moi je dis ça un peu dans le sens blague parce que je trouve que conjoint est un mot très sérieux. Mon amoureux s'appelle Rodrigue, ça fait 7 ans qu'on est ensemble. On s'est rencontrés. En fait, je le connaissais depuis très longtemps parce que on était un peu dans le même cercle de gens. Je savais très bien qui c'était. Il savait très bien qui j'étais, mais on n'était pas du tout copains. Mais il achetait quand même des trucs sur mon site avant même qu'on soit ensemble. Il avait déjà des petites idées, je pense, pour ses sœurs. Et oui, pas pour lui. Je précise au cas où. Et en fait, on s'est rencontrés, on s'est mis ensemble. Alors, je l'ai harcelé, en fait, c'est simple, parce que j'étais dans une période où j'étais extrêmement malheureuse parce que j'ai eu une relation juste avant et je suis pas sûre qu'on en ait parlé pendant notre préparation. J'aime découvrir, c'est parfait. En fait, j'ai eu une relation très 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 toxique juste avant. J'ai quitté cette personne parce que ça ne pouvait plus durer, mais ça a été extrêmement difficile pour moi parce que j'étais folle amoureuse de lui. Et folle amoureuse de lui, peut-être parce que la relation était extrêmement toxique. Et aujourd'hui, cette personne fait encore partie de mon groupe de copains, donc c'est toujours très sympa. Mais donc, c'est comme ça que j'ai commencé mon histoire avec Rodrigue, parce que j'ai harcelé Rodrigue l'été où je me suis séparée de mon ex parce que j'avais besoin de me raccrocher à quelqu'un. D'un pansement un peu. Il s'appelait lui-même, pas moi. Il s'appelait Hansaplast. Il me disait je suis ton pansement et moi je lui disais non, pas du tout. Mais bien sûr que oui. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Et puis en fait, c'est allé assez vite. On a emménagé ensemble au bout d'1 an et je suis tombée enceinte
3 ou 4 mois après qu'on ait emménagé ensemble. Donc voilà, c'est allé Donc, finalement, ça ça a allait vite. été assez fluide et assez naturel pour vous deux. Ouais. Aujourd'hui, ce n'est plus ton pansement. Aujourd'hui, ce n'est plus mon pansement. Non. Et ça n'a pas fait mal quand je l'ai enlevé en plus. Est-ce que tu peux nous le décrire en quelques mots pour qu'on commence à faire connaissance avec toi, qu'on puisse voir quel est ton... Alors, c'est quelqu'un de physiquement très grand, déjà. Je trouve ça intéressant parce que moi, j'adore les mecs grands. Et après, c'est quelqu'un qui est, je pense, à l'opposé de moi dans la personnalité. C'est quelqu'un qui ne veut pas qu'on le voie. Bon, il a pas de chance, il est très grand. Mais il aime bien être discret. Je pense que je le gêne souvent. Ouais. Et c'est quelqu'un qui est très à l'écoute des autres, très très loyal, très à faire beaucoup attention à l'autre, en fait, à vraiment penser pour l'autre. Donc voilà, c'est sa personnalité. Qualité précieuse. Qualité précieuse, oui. De quelle façon, aujourd'hui, est-ce qu'il est impliqué dans Élie Chalmin? Tu as monté ta boîte, il te connaissait, mais de loin. Donc, voilà, donc, quand vous êtes rencontrés, quand vous êtes vraiment mis ensemble, tu avais déjà, je sais pas quel stade tu étais, du coup, ça faisait déjà 5 ans. Tu étais déjà bien établi. Non, parce que je sais plus exactement, mais j'avais déjà des bureaux et tout. Ouais, d'accord. Tu étais déjà bien. De quelle façon lui, quelle place tu lui as laissé et quelle place il a bien voulu prendre dans ton business? Je lui ai pas vraiment laissé de place et aujourd'hui il en a un peu, mais pas totalement. La place que prend ma boîte, c'est la place de la boîte d'un entrepreneur dans un couple, donc beaucoup de place. La place que lui a dedans est plus petite. Et sinon lui, il prend, en fait, lui, il travaille, il fait de la finance. Donc là où il va m'aider, ça va être plus sur des sujets finance, mais c'est quelqu'un qui adore les vêtements. Enfin, les vêtements. Point. Il aime bien le style de manière générale, mais il est plus discret que moi. Donc, je lui envoie tout le temps les protos qu'on reçoit, les essayages. Je lui envoie des photos quand on est en shooting. Je lui demande souvent son avis. Okay. Même si je vais pas le suivre, je lui demande. Mais je lui demande. Il te le dit si tu le suis pas après, tu dis attends, je t'avais dit exactement. Ah non, l'inverse. pas du tout. Non, pas du tout. Pas de problème. Mais il me dit ça, je t'avais dit c'est immonde. Ah ok, super. Et est-ce qu'il est-ce qu'il, parce que ce sera question fermée et je vais chercher une réponse. De quelle façon est-ce qu'il t'inspire dans tes créations? Ça, je t'en avais parlé. Donc, c'est quelqu'un qui aime beaucoup le style, donc il va prendre le temps de regarder. Il aime bien dénicher le truc que personne connaît. Il aime bien ne pas être habillé comme tout le monde et tout. Et moi, j'aime bien sa manière de s'habiller. Donc parfois, et c'est ce que je te disais, je pense quand on a préparé l'interview, par exemple, il cherchait un truc ultra précis que je lui ai trouvé sur Vinted, que je porte tout le temps. Et du coup, je le fais dans ma collection l'année prochaine parce que j'adore cette pièce-là. Est-ce qu'elle portera son nom vintage, bien sûr. Ouais. Oui. Excellent. Et est-ce que donc ça c'est une pièce à venir? Est-ce qu'il y a une pièce de cette collection, d'une ancienne collection, vraiment qui vient de lui Alors je sais que tu avais sorti, un t-shirt parce qu'Arnaud l'a écrit Lover. Ouais, mais j'étais pas avec lui à ce moment-là. D'accord. C'était un autre. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une pièce aujourd'hui? Je pense qu'il y en a plein parce qu'il m'envoie parfois des choses en me disant tiens, j'aime bien ce genre de truc, j'aime bien les coupes comme ça, j'aime bien les jupes comme ci. Enfin, donc je pense qu'il y a vraiment plein de trucs. Et d'ailleurs, j'adore quand il m'envoie des choses. Parce que parfois il se fait sponsoriser, parfois il me dit ça je trouve que c'est intéressant et je pense qu'il y a plein de choses qui sont qui l'inspirent dans la marque. Ouais, et puis et d'ailleurs les filles du bureau le savent.
À chaque fois qu'on fait des essayages, attends, je vais envoyer une photo à Aurélie, là. Elle doit se dire, mais pourquoi elle lui envoie des photos toute la journée de ses essayages? Donc c'est drôle parce que quand je te demande si de quelle façon il était impliqué, tu réponds de façon un peu mesurée quand même. On a l'impression que finalement, bon, tu lui racontes un peu le soir comment ta journée s'est passée, tu lui donnes 2-3 chiffres, mais c'est tout. Ouais, ça j'évite parce que ça, mais en fait, il n'a plus envie, quoi. On se rend compte qu'il est extrêmement impliqué. Oui. Bah, clairement. Et après, il le dit, ta boîte, Élise, prend beaucoup de place. Ouais. C'est vrai, ça prend beaucoup de place. Et juste une petite question, parce que tu as dit que lui, il préférait être discret, il aimait pas trop se montrer. Est-ce que c'est un sujet pour vous? Alors, c'est vrai que sur Élie Chalmin, on le voit pas, mais davantage sur ton... ça, il s'en fiche. Tu vois, que je mette une photo de lui sur Instagram, il s'en fiche. C'est, quand je dis qu'il aime pas se montrer, c'est qu'il aime pas être au centre de l'attention. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on n'est pas mariés. Enfin, c'est même sûr que c'est pour ça, d'ailleurs. Parce que je pense que ce serait une angoisse pour lui. Après, d'être... vous pouvez faire un petit mariage. Oui, mais tu restes au centre de l'attention. On va se reparler. Donc voilà, il est plutôt... il préfère qu'on ne le voit pas, mais pas d'un point de vue... pas sur l'image et pas sur... Donc, un sujet en moins de conflit, c'est pratique. Après, ça me dérangerait pas. S'il voulait pas qu'on le voit, oui. Oui, en soi, t'as pas vraiment besoin de lui pour mettre en avant. Non, et puis je le montre un beau modèle. Pas énormément en fait, donc ce serait pas un sujet. Des petites brides. Merci Élise. Toi, je te laisse juste te décaler un peu. On va passer du côté famille. Oui. Donc tu es maman, tu le disais en intro. Oui. Tu peux rappeler les âges? 4 ans et demi et 1 an presque et demi. Ah ouais, donc encore petit. T'es quand même dans les âges. Comment ça va déjà? Bon, ça va. Franchement, ça va. Tu dors bien? Ouais, je dors très bien. Bravo. Désolée s'il y en a qui dorment pas parce que. C'est trop bien. Non, moi j'ai de la chance. Donc tu as quand même 2 petits. Est-ce que tu peux me dire, en devenant maman, peut-être quelque chose qui t'a surpris d'une belle façon, inattendue ou pas, concernant ta maternité? Alors moi j'ai été donc comme je te disais c'est arrivé assez vite donc j'étais une des premières de toutes mes copines à avoir des enfants donc ce qui m'a surpris pardon ce qui m'a surpris c'est juste déjà d'avoir un enfant en fait c'est déjà très surprenant c'est nouveau après est-ce que j'ai un fait marquant je sais pas. Je sais pas si j'ai quelque chose qui m'a... Qu'est-ce que la maternité a peut-être changé en toi ou t'a révélé? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu trouves de différent depuis que tu es maman? Je pense que c'est, la maternité peut être quelque chose qui arrive dans une vie et qui va tout chambouler et je comprends parce que c'est très chamboulant. Moi, j'ai eu un petit garçon qui est arrivé dans un petit cadeau comme une petite surprise et je savais que en fait j'allais m'adapter au fait d'être maman mais que pour autant toute ma vie ne changerait pas notamment parce que je suis entrepreneur donc c'est ça qui a été en vrai le plus gros stress parce qu'en fait tu ne dépends plus que de toi quoi il y a quelqu'un qui dépend de toi mais je pense que ça m'a aussi quand même beaucoup boosté justement notamment parce dans ta vie d'entrepreneur. Oui parce que il y a quelqu'un qui dépend de toi en fait donc faut que ça marche est-ce qu'il y a un tabou autour de la maternité que tu auras envie de lever quelque chose que tu vois et que tu as envie de crier au monde que ce n'est pas comme ça ou ça devrait être autrement? Qu'est-ce qui devrait être autrement ou qui n'est pas comme je trouve que l'organisation autour de la famille, autour des enfants, je trouve qu'en fait on en parle beaucoup aujourd'hui et il y a beaucoup de blagues d'ailleurs sur le sujet de en gros moi je fais tout pendant que mon mec est dans le canapé en train de regarder son portable mais personnellement, c'est pas comme ça chez moi et je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut mettre en place pour que ce soit différent. Je trouve quand même que ça a énormément évolué. Moi, ma belle-mère parfois dit à mon mec « Oh, mais dis donc, ton père, il faisait pas ça. » Oui, mais il faut pas le dire ça parce que sinon, ça peut changer, on sait pas. Mais je trouve que les choses ont tellement évolué. En tout cas, moi, dans ma famille, je ne peux rien dire. Il y a des écarts de génération. Ouais.
Et est-ce que vous avez un rituel propre à votre petite famille? J'aime toujours m'insérer un peu dans les familles et savoir ce qui se passe chez les Élie Stallman, je vais dire. On aime bien, mais peut-être que c'est le cas chez beaucoup de gens, mais on aime bien se mettre tout d'un coup à mettre de la musique à fond dans le salon et à chanter dans tous les sens. Ça, on adore. À un moment, on avait même un rituel. D'ailleurs, je me souviens, on n'avait qu'un enfant. On mettait, les pauvres voisins, on mettait la musique au petit-déj. Et mon fils avait récupéré un espèce de bougeoir qui ressemblait à un micro, et donc il chantait comme ça à tue-tête à table avec son micro bougeoir. Voilà, ça c'est une des choses qu'on fait pas mal et qui rendent la vie sympa. Est-ce qu'ils comprennent bien ton métier? Est-ce qu'ils savent ce que tu fais? Est-ce qu'ils portent Élie Stallman en déguisement? Moi, oui, je leur mets, plutôt Léonard le Grand. Quand il est né, j'ai créé une capsule mix and match femme-enfant. Léonard, il a très bien compris ce que je faisais parce que souvent il me dit ta boutique, et surtout il croise des femmes dans la rue avec mes vêtements et ça j'adore. Et il les repère. Ouais, il les repère et donc il sait que Iris à l'école, sa maman, elle s'achète des vêtements chez moi, que maîtresse Zoé, elle a le pull que sa maman a fait et ça j'adore. Bien. Ouais, ça j'adore. Merci maîtresse Zoé. Merci beaucoup. Élise, donc du coup, tu es entrepreneuse, créatrice, maman, tu as une vie à 1000 à l'heure. Et moi, c'est une notion qui m'est très chère, que j'explore beaucoup sur mon podcast, sur mes réseaux sociaux. C'est comment préserver sa santé mentale, physique, émotionnelle pour, au final, ne pas se cramer. Et donc, si tu as la réponse. Donc, j'aimerais quand même que tu me partages 3-4 clés concrètes qui te viennent, que tu fais justement pour préserver ton harmonie au quotidien. Alors, moi, je ne sais pas si j'ai vraiment les 3-4 clés dont tu parles, parce que, et peut-être à tort, je pense que vraiment, oui, c'est une vie à même 50 000 à l'heure, mais je crois que je ne m'écoute pas beaucoup. Et je crois que je suis tellement passionnée par ce que je fais et par ma vie de famille, par ma vie en général, en fait, que je me pose pas beaucoup la question. Alors, ça m'est arrivé, effectivement, cette année, d'avoir un peu des petits moments où, je me rends compte quand même que je suis au bureau, puis je sais pas ce qui se passe, je suis un peu angoissée. Alors que je ne suis pas angoissée. Je n'ai jamais ressenti ça. Donc ces moments-là, c'est des moments où je vais un peu ralentir, m'écouter plus, respirer beaucoup. Tu vois, tu peux me croiser sur mon vélo en rentrant chez moi le soir à pédaler comme une malade, mais en faisant genre, tu vois, c'est un peu bizarre, mais ouais, ça j'essaye de faire pas mal. Bon, je sais pas si c'est un tips, mais ça aide énormément de respirer et je le fais beaucoup. Et après, non, c'est horrible, mais je vis à 1000 à l'heure et je me pose pas et aussi parce que je ne me pose pas la question. Je suis quelqu'un comme ça en fait, et je pense que ça joue justement énormément sur ma morphologie. Oui, je pense que je suis aussi fine parce qu'en fait je suis nerveuse quoi. Mais justement, tu parlais que tu as quand même des moments down, tu vis quand même des aléas positifs, négatifs. Et j'aimerais, en dernière question, que tu me partages peut-être un challenge, un aléa qui t'est arrivé dans ta vie professionnelle et la manière dont tu l'as surmonté. Cette année, j'en ai vécu un. Parce que j'avais une directrice générale qui était arrivée en octobre 2023, pile au moment parfait parce que moi j'ai accouché en janvier 2024. Donc la pauvre, elle est arrivée, je suis partie, mais ça s'est très bien passé. C'était quelqu'un avec qui vraiment je m'entendais extrêmement bien, et elle s'est fait chasser. Et donc, elle est partie un peu plus d'un an après. Enfin, là, elle est partie au mois de mars. Et j'avoue que le jour où elle m'a annoncé qu'elle démissionnait, ça, je pense que, tu vois, ça a été un de mes plus gros coups durs. Alors que, bon, j'en ai eu, mais en fait, je me suis dit... En fait, j'avais jamais eu de directrice générale. Je m'étais énormément reposée sur elle, du coup, parce que toutes les missions qui ne me plaisent pas et dans laquelle je ne suis pas bonne ont été déléguées à Marie. Et donc, quand elle est partie, je me suis effondrée en larmes. Et ça ne m'arrive
jamais. Et j'ai appelé mon mec, mais qu'est-ce que je vais faire? Et vraiment, je me suis même dit, je crois que je vais arrêter. Et puis mon mec m'a dit, bon, c'est pas grave. Et alors que moi, je suis plutôt comme ça, à me dire, oh, c'est pas grave, demain il fait beau, enfin, vraiment. Et là, ouais, ça a été un choc, d'autant que en plus c'était au mois de décembre, mes enfants étaient malades H24, je ne pouvais pas aller au bureau parce que j'avais mes enfants qui étaient malades à la maison et Marie qui essayait de m'appeler, enfin de me dire quand est-ce que t'as une minute. Alors là, en fait, j'ai une gastro, une otite, je n'ai pas de minute. Donc ouais, non, ça a été très dur. Et puis j'ai mis une petite semaine quand même à encaisser. Et puis après, bon bah c'est bon, c'est pas grave, la vie reprend et puis ça repart quoi. Et moi, je suis comme ça. Je suis quelqu'un de très 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 optimiste et je dirais presque fataliste en fait. Bon bah quand il y a une merde qui arrive, bon bah voilà, c'est pas grave, tant pis, on va faire avec quoi. Enfin tu vois, je suis très comme ça, donc et c'est ce qui m'aide au quotidien, hein, parce qu'on a tout le temps des erreurs de prod, on a toujours un colis perdu, on a toujours des trucs, mais je suis assez comme ça, ouais. Merci beaucoup. Alors, je sais pas si tu te souviens, je t'avais donné un petit exercice à faire avec Rodrigue. Oui, ça a été fait. Écoute, il m'a dit, enfin, tu poseras la question et puis il m'a dit, mais j'en sais rien. Est-ce que vous avez creusé un peu? Bah moi j'ai creusé toute seule, mais la question c'était, ils devaient débriefer ensemble sur leurs clés pour rester un couple harmonieux, équilibré, joyeux dans un rythme qui est forcément très intense. Ça, on le comprend. Vos clés pour rester un couple, tout simplement. Ouais. Je trouve que c'est une question qui est difficile parce que en fait, j'imagine que tous les couples traversent des moments difficiles, des périodes où l'un est fatigué, plus difficile à gérer que l'autre. On voit beaucoup sur les réseaux sociaux de couples où on se dit ah là là mais eux ils ont l'air de tellement s'aimer et tout, mais c'est pas la vraie vie en fait. Et tu vois, moi je sais pas si je peux te donner des clés exactes. Parce que je pense que c'est tellement dépendant des couples. Après, je pense que les clés, c'est évidemment d'être présent pour l'autre, de faire attention à l'autre, et surtout d'écouter en fait ce que l'autre attend de toi. Parce que j'ai lu un livre, Les 5 langages de l'amour. Je ne sais pas si vous l'avez lu. C'est donc un livre qui explique que chacun, enfin, c'est un truc avec des questions. C'est comme un quiz duel, quoi. Et plus t'as d'étoiles et plus t'as de triangles, ça veut dire que tu es comme ci, comme ça, etc. Et c'est la manière, en fait, dont toi, tu as envie de recevoir l'amour qu'on te porte et la manière dont ton conjoint attend de recevoir l'amour qu'il lui porte. Que tu lui portes, bref. Et je trouvais que ça, c'était un exercice intéressant, tu vois, parce que on s'est rendu compte que, en fait... nous-mêmes, on n'avait pas compris ce qu'on attendait, en fait. Moi, par exemple, je me suis rendu compte que je disais tout le temps à mon mec, je veux que tu me fasses des câlins. Je me dis tout le temps, je suis tactile, j'ai besoin qu'on me touche et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que mon truc, c'était les paroles valorisantes. Donc, étonnant, pas du tout, quoi. Là, oui. Ouais. Et lui, pareil, il me disait, moi, c'est les paroles valorisantes. Ouais. Non, ça, il m'a dit, je m'en fous. Les services rendus. Ouais. Et en fait, il s'est rendu compte que, non, lui, c'était le tactile. Alors là, je me suis dit, mais tu es sûre d'avoir bien répondu mais je trouve que, ouais, ça, c'était... Tu vois, ça, on a fait ça cette année et je trouvais que c'était hyper intéressant. Mais ça devrait être obligatoire pour tous les couples. Moi, quand je l'ai acheté, je me suis dit, mais on va peut-être mieux se comprendre aussi parce que je sais pas, tous les couples sont différents. Moi, je sais que nous, on est tellement différents que parfois, on ne se comprend pas. Parfois, il a des attentes que je ne comprends pas et comme je ne les comprends pas, je n'aurais même pas pu les interpréter en amont parce que je ne le comprends pas. Tu ne peux pas y répondre. Voilà, je ne peux pas y répondre. Si tu me le dis, je vais essayer d'y répondre, mais sans le dire, je ne sais pas. Donc ça, c'est une clé. Il faut combien de clés?
tu as lu les 5 langages de l'amour. Je vais t'offrir les 5 clés de l'amour durable pour le coup que j'ai écrit. Trop bien. Et comme ça, voilà, c'est un peu un basique des clés pour faire durer son couple. Mais moi, je suis persuadée qu'en fait, chaque couple a quand même ses clés en plus. Ouais. Tu le disais, enfin, chaque couple est unique, chaque couple a sa façon de faire, sa façon d'être. Donc, et c'est chouette de s'interroger dans son couple, savoir qu'est-ce qui fait que aujourd'hui on est là tous les deux et que ça fonctionne pour activer ces clés justement quand ça va pas. Mais après, tu vois, je pense que dans les clés, il y a aussi le fait d'être là l'un pour l'autre. Alors, ça paraît très basique, mais d'être vraiment là quand... Enfin, je te dis ça par rapport à mon organisation, et ça vient d'ailleurs dans une des questions, et on en avait parlé. Moi, une des clés pour mon couple, c'est clairement que en termes d'organisation familiale, on arrive à se... Je vais pas dire qu'on est à égalité, quoique, mais pour moi, en tout cas, et je pense pour lui aussi, c'est important. Et ça, c'est une de mes clés. Voilà. Donc à faire équipe. Ouais, à faire de équipe, façon égalitaire, pour le coup, pouvoir vous répartir équitablement les tâches, les missions en fonction de ce que vous aimez et de. Voilà. Bah, c'est une des 5 clés de l'amour durable. Faire équipe. Bah voilà, tu vois. Super. Est-ce que tu peux nous partager cette petite phrase qu'il te dit pour quand tu as un petit coup de mou, pour t'encourager, pour ce petit mot qui sait sortir et hop, ça repart. Je crois pas que je le sollicite pour ça. Parce que, comme je te disais, comme je suis presque fataliste, je me fais ma petite tambouille dans mon coin. Il n'a pas besoin de venir te... Non, et même, j'aime pas trop le solliciter pour ça. Enfin, pas lui, mais j'aime pas trop solliciter pour ça. Parce que je pense, avoir tendance à garder un peu pour moi les choses. Tu vois. Bon, alors oui, il y a eu en l'occurrence la démission que j'ai partagée immédiatement après avoir raccroché. Attends, il faut que j'appelle. Voilà. Mais je pense que c'est une des seules fois où j'ai appelé Rodrigue parce que j'avais un problème professionnel. D'accord. Ouais, la seule fois même, je pense. Sinon, c'est pour l'épargner, tu dirais? Ouais, et puis c'est parce que, en fait, ça, c'est la personnalité de mon mec. Il a tendance à tellement prendre à cœur qu'en fait, je sais que ça va plus le miner lui que moi. Donc, je préfère garder l'info pour moi, quoi. Tu le préserves. Ouais, voilà. Une des clés. Ok. Voilà, tu vois, on y arrive. Je vais faire un dîner avec vous deux. Tu vas voir qu'on va établir la liste de vos clés. Parfait. Merci, Élise. Merci à toi. On va terminer cet échange avec la question Big Media. Myriam, je te laisse entrer sur scène. Oui, je te cherchais. Chez Big Media, on a pas mal d'entrepreneurs qui passent derrière notre micro et qui nous parlent toujours des rencontres qu'ils font et à quel point ça impacte leur business. Donc notre question, c'est quel a été le conseil que tu as reçu qui a le plus impacté toi, ton entreprise, positivement ou négativement, mais peut-être quelque chose qu'on t'a dit qui a changé la donne pour toi. Et tu vois, je vais revenir. Alors c'est pas tout à fait un conseil business, mais je vais revenir à. Pardon, tu veux plus fort? Oui. On n'a pas entendu ta question. Ah oui, donc du coup, la question est quel est le conseil qui l'a le plus impacté en termes de business ou autre d'ailleurs. Mais en tout cas, s'il y a une rencontre ou quelque chose qui a changé la donne pour toi dans ton parcours. Et je pense que je vais quand même revenir sur le sujet de l'école et de l'enfance. Alors, c'est pas vraiment ça n'a pas été dans le cadre professionnel, mais c'est vrai que le fait d'avoir été si mauvaise à l'école a été un tel moteur, je pense, de manière générale, tu vois, dans ma vie, que, je dirais que c'est ça avant tout. Enfin, je pense que je ferais même pas ce que je fais aujourd'hui si j'avais pas eu ce besoin de revanche et de montrer que, en fait, je suis capable de faire ça mais à tel point, je suis comme ça parce que j'étais nulle donc au lycée et j'ai eu 12 en histoire géo au bac et je n'avais jamais eu la moyenne de l'année. Et donc, revanche, j'ai envoyé un mail à mon prof d'histoire géo en lui disant j'ai eu 12. Donc tu vois, c'est ma personnalité. Et après, dans l'autre jour, on m'a dit quelque chose qui m'a fait plaisir, c'est que en fait, tu me demandais depuis quand la marque existe tout à l'heure. Et j'ai commencé en 2015. Aujourd'hui, on est en 2025 et je me dis, ça fait 10 ans, c'est pas assez connu, on n'est pas assez gros, je peux pas, j'ai presque honte de dire que ça fait 10 ans. Et
l'autre jour, j'étais à un événement presse et la RP m'a dit mais c'est ouf, t'es encore là, tu te rends compte, ça fait 10 ans que ça existe. Et c'est vrai que je me suis dit, mais ouais, c'est vrai en fait, parce que il y en a pas beaucoup qui sont là depuis 10 ans. Enfin, c'est pas tout à fait un conseil, mais je trouve que je dirais que le conseil, c'est aussi d'apprendre à être fier de soi, et parce que c'est ça qui donne des ailes aussi, et de s'auto-valoriser, de croire en soi. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a apporté. Et je pense que c'est pas un conseil qu'on reçoit de quelqu'un d'autre, c'est un conseil à soi-même, en fait, d'être fier, en fait, de ce qu'on fait, et de s'auto-valoriser, en fait. Oui, c'est vrai que souvent, ça passe du coup par le regard des autres, mais finalement, c'est le faire soi-même, quoi. Et ça va avec ce que disait Laura tout à l'heure, quand elle disait je monte une petite boîte, j'ai un petit projet. Bah non, en fait, il faut se montrer, il faut montrer qu'on est là, il faut oser, parce que personne ne nous attend, en fait. Très bon conseil, du coup. Merci beaucoup. Un super message de fin. Je pense que ça nous aura tout parlé, ce conseil. On termine avec quelques questions flash. Ok. Autour de l'audace. Qu'est-ce que tu dirais à la Élise de 15 ans pour être plus audacieuse? Bah, à 15 ans, je lui dirais n'écoute pas les autres. N'écoute pas les autres et fais-toi confiance. L'audace récente dont tu es la plus fière? C'est de ne pas avoir recruté de directrice générale et de faire le travail de 2 personnes. Qu'est-ce que pour toi être audacieuse en amour? Ah ouais, j'ai trouvé hyper difficile ta question tout à l'heure. Et bah, tu vois, c'est peut-être un peu au contraire de ce que je t'ai dit tout à l'heure, mais je pense que c'est d'être aussi un petit peu égoïste parce que je pense que ton équilibre amoureux va aussi avec ton équilibre personnel. Et donc, c'est peut-être bizarre comme conseil, mais je pense qu'il faut un petit peu de part d'égoïsme pour être heureux en couple, et ne pas s'oublier soi-même. Absolument. S'aimer soi pour aimer l'autre, et voilà. se laisser aimer, bien sûr. Merci Élise. Merci à vous. Alors, avant de vous donner la parole, on voulait vous faire un petit exercice. Vous avez 3 jolies cartes postales qui sont inspirées de notre invité et de l'audace. Donc, on vous propose d'en choisir une et d'écrire au dos cette audace que vous aimeriez mettre en pratique dès ce soir, si c'est possible, demain ou dans les jours à venir. Quelque chose de simple, de réalisable dans un court terme, où là vous vous dites allez, cette idée que j'ai en tête depuis quelque temps, je vais la mettre en pratique. Il faut des stylos. Ah, il est beau. Oui, il y en a un là. Attends, il manque des sacs. Oui, là, super. Merci Élise. Ah ben celui-là aussi, puisque c'était non. Non. Eh ben non. Eh ben c'est prêt, des stylos. Si vous n'avez pas de stylo, vous pouvez aussi mémoriser votre idée, évidemment, et le faire quand vous rentrez ce soir ou tout à l'heure. Voilà, on essaie de faire circuler des stylos. On n'a pas encore de partenaire crayon, stylo, donc si vous avez une idée pour nous, on prend bien volontiers. Ah, bah, écoute. Oui. Parfait. L'illustration, super. On peut s'asseoir, non, pour la question des salles? On s'assoit pas? Non. On peut s'asseoir pour la question de la salle? Bah oui, mais quand elle mais Lélise, quand elle répond, faut qu'elle soit debout. Ouais, pardon. Alors, non. Non, peut-être tu leur faire après. Quoi? Bon, on les laisse un peu réfléchir. Toi aussi, tu peux réfléchir à ton audace récente. Futur, pas récente, futur. Futur. C'est qu'elles écrivent sur leur carte audace. Ouais, t'as raison. Moi, je pense que ça serait un truc du genre écrire à quelqu'un, tu vois, de tellement haut placé. Tu vois, je pourrais me dire, non, parce que toi, ça
ça va peut-être aboutir à rien, mais tu vois, genre écrire un Beyoncé, essayer de faire en sorte que tu vois, vas-y, je vais te la poser quand même. Je vais te la poser comme ça. Mais en même temps, c'est trop facile parce que je peux lui écrire et qu'elle me réponde jamais et puis c'est tout. Tu vois, donc, Et tu vois, quand tu dis quelqu'un de haut placé, en fait, il y a personne de plus haut placé que toi. On est toutes au même niveau. On fait toutes des choses différentes. Oui, bien sûr, mais je veux dire, t'as mais en soi, de notoriété. Ouais, de notoriété. Mais tu vois, c'est ça qui peut faire peur. Mais en fait, moi, je suis vraiment du style à me dire, on a tous des talents différents et elle, ce qu'elle fait, tu le fais pas. Parce que tu fais toi, elle le fait pas. Donc, c'est clair. Est-ce qu'on lance le Q&A pendant que... Vas-y. Parce que sinon... on va vous laisser réfléchir et écrire. Pour celles qui ont un stylo, n'hésitez pas à faire tourner le stylo. Et on vous propose de prendre le micro et de poser vous aussi vos questions à Élise si vous en avez. Je sens que c'est par ici, voilà. Je vais être votre voix. Je te propose de poser la question et je la repose ici, comme ça on l'aura dans le podcast. Et Élise, après, je te laisse répondre. Je t'écoute. Moi, je voulais savoir comment tu avais choisi le nom de ta marque, qui est donc éponyme, et parce qu'on parle beaucoup, enfin je trouve ça très audacieux pour le coup, et on parle beaucoup du droit à l'oubli, et surtout quand on a une femme, on a tendance à donner un autre nom que son nom personnel, pour pouvoir, si ça ne se passe pas bien, justement être oublié, ne pas être rétexté. Donc ma question pour toi, c'est comment est-ce que tu as choisi ce nom de marque? Est-ce que tu en es contente aujourd'hui? Et est-ce que tu as pensé au droit à l'oubli quand tu as dit? Comment as-tu choisi ce nom de marque, Élise Chalmin, marque éponyme, et as-tu pensé au droit à l'oubli? Alors, merci pour cette question. Mon projet de marque, en fait, a été mon projet de diplôme à l'école. En Angleterre, et donc je trouvais ça très prétentieux de lui donner un autre nom que le mien. Donc c'est pas un choix d'avoir donné le nom mon nom. C'est plus, je me disais, le projet n'existe pas. Je vais pas lui donner en plus un autre nom, ça serait presque prétentieux. Donc c'est comme ça vraiment que ça a commencé. Après, ça arrive en effet que je me pose la question de changer le nom de la marque, notamment pour lui redonner, la faire redécouvrir. Parce que ce qu'on faisait il y a 10 ans n'est pas la même chose que ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a peut-être des personnes qui, il y a 10 ans, ne se retrouvaient pas dans la marque, qui s'y retrouveraient peut-être aujourd'hui, mais qui ne vont pas la voir parce que la marque porte le même nom. Et aussi parce que dans mon quotidien, parfois, ça peut être un peu pas perturbant, mais déjà, du coup, je parle souvent de moi à la troisième personne en parlant de la marque. Donc je vais dire ouais, ça c'est un pantalon Élise Chalmin. Bon, c'est un peu bizarre quand c'est moi qui le dis, mais en vrai, mais c'est quand même pas quelque chose qui me pose problème au quotidien de manière générale. Et je crois que si je relançais un projet, je garderais une partie de mon identité dans le nom de la marque. Je me suis posé la question de l'appeler avec mes initiales, de faire un jeu de mots avec. Je me suis posé ces questions. Mais pour l'instant, ça ne bouge pas. Pas facile. On essaie de regarder. On y va. Allez. Merci. Ça va, il y a un peu longueur. Bonsoir. D'où te vient l'inspiration du t-shirt avec les cœurs? Enfin, j'imagine que ça a été le must-have, peut-être le produit iconique, qui a été décliné, je crois, après avec des étoiles, avec des œufs sur le plat. Enfin, il y a... Peut-être que j'ai rêvé les œufs sur le plat. On n'a pas fait les œufs. Ça, c'est une copie. Une sombre copie Shine, sorry. D'où ça t'est venu? D'où ça m'est venu? Déjà, c'était il y a longtemps parce que c'était en 2016, je crois. 2017 peut-être. Moi, j'ai fait ce t-shirt déjà parce que j'aime bien les filles en t-shirt. Ma vision de la femme sexy n'est pas du tout, je pense, celle de la femme sexy. Je trouve qu'une fille est beaucoup plus sexy avec des bottes en caoutchouc, un short en jean et un t-shirt que en robe longue rouge. Donc c'est vraiment comme ça que j'ai fait ce t-shirt, parce que mon idée à moi, c'était d'avoir un t-shirt sexy, mais qui ne soit en fait pas du tout sexy, parce qu'il n'est pas sexy le t-shirt. Les cœurs sont placés sur la poitrine, mais c'est pas un t-shirt sexy. Et donc c'était vraiment l'idée de casser un peu ce code-là. Et sauf qu'au début, j'étais quand même très embêtée parce que je l'ai fait
Le tout premier, il était à motif. Parce que j'ai toujours fait des motifs. Sauf que je trouvais que c'était quand même vachement plus impactant en rouge, enfin en uni. Donc j'ai fini par après le faire en uni, mais au début il avait 3 ou 4 couleurs dans le cœur. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Désolée pour ça, pas tant de collection. C'est vrai. Après on l'a décliné. Quand vous allez aux toilettes, n'hésitez pas à attendre 2 secondes pour que ça. Moi, je travaille sur des sujets de marque employeur. Donc, je voulais savoir, toi, tu as combien de personnes qui travaillent avec toi et comment fais-tu pour attirer des gens pour travailler avec toi par rapport à toutes les autres marques qui existent? Alors, mes équipes ne changent pas beaucoup. Ça change forcément un peu. Mais j'ai jamais eu de mal à recruter quelqu'un. Tant mieux. Après, donc là, aujourd'hui, dans l'équipe, j'ai une chef de production. Donc, qui va s'occuper de toute la fabrication du produit. Donc, c'est-à-dire que moi, je dessine le vêtement, je dessine le motif, je lui dis exactement ce que je veux. Et elle s'occupe de réaliser mon rêve. Donc, c'est elle qui va trouver les boutons comme ça. C'est elle qui s'occupe de tout, de faire en sorte que de mon dessin, on arrive au produit final. Donc, c'est elle qui travaille avec les usines, etc. Et après, moi, je lui donne aussi beaucoup d'idées. Je lui dis, tiens, t'es pas allé voir là, est-ce que ça pourrait pas être intéressant, etc. Donc ça, c'est ma chef de prod qui travaille avec une stagiaire. J'ai une personne qui s'occupe du service après-vente. C'est un vrai job. Ça prend beaucoup de temps. Et il faut surtout pas que ce soit moi qui le fasse. Donc j'ai quelqu'un qui s'occupe du service après-vente. Je travaille, moi, mon job à moi, c'est toute l'image de la marque, donc le marketing, la communication et tout le design des vêtements dans leur globalité. Et aujourd'hui, je suis donc aussi directrice générale. Donc voilà. Après, on a une personne en boutique qui a une alternante. Et après, moi, j'ai aussi une stagiaire. Voilà, je crois que j'ai cité à peu près tout le monde. Et après, pour recruter, moi, je passe énormément par Fashion Jobs parce que y a beaucoup d'annonces gratuites. Je passe aussi beaucoup par LinkedIn. Enfin, je vais pas le cacher, on l'a dit, on n'a pas d'investisseurs, on n'a pas d'argent, donc je passe par tous les biais qui peuvent être gratuits pour recruter. Et pour l'instant, c'est ce qui a fonctionné. Je me suis intéressée à Welcome to the Jungle. Je suis vite repartie parce que on est des boîtes qui n'ont pas du tout les moyens de payer des forfaits comme ça pour recruter. Donc voilà, et pour le moment, en tout cas, c'est très bien comme ça. On va peut-être prendre une dernière question, ou allez, les 2 dernières peut-être. Si tu pouvais avoir n'importe quelle influenceuse, ambassadrice, image, personnalité qui t'incarne, qui tu choisirais? Je choisirais une nana très mode. Moi, il y a une fille que j'adore, qui est new-yorkaise et que je pense que tout le monde connaît, qui s'appelle Leandra Medin Cohen. J'adore cette fille. Et je trouve qu'elle a un grain de folie que peu ont. Et ce serait elle tout de suite, sans hésiter. Elle et Blanca Miro aussi. J'aime bien Blanca Miro. Elle est funky. Est-ce que tu veux que je pose ta question ou tu peux t'approcher? Tu vas y aller? Je vais y arriver. Allez, attends, parce que... Attends. Tout va bien. Non, parce qu'il faut la tirer. C'est ça, c'est audacieux. J'aimerais savoir, si c'est pas confidentiel, quels sont les grands projets de développement que tu as pour ta marque? Alors, il y a des très grands projets. Il y en a beaucoup. En fait... je réalise petit à petit, et peut-être que je me suis pas fait assez accompagner aussi là-dessus, que je pense que nous n'avons pas touché le bon marché aujourd'hui, parce que moi, la plupart de mes clientes sont françaises, et même si certaines françaises vont oser, ce n'est pas la mode en France. C'est pas la mode en France de porter une tenue à étoiles rose
pour aller au bureau ou marcher dans la rue. Donc, je me suis posé beaucoup de questions et en fait, un des grands projets là, c'est le développement international parce que je me rends compte que, déjà en France, la conjoncture est difficile et c'est pas le cas partout. Et en plus, je pense qu'on n'a pas touché la bonne clientèle. Donc, on continue évidemment à séduire les Françaises, mais là, on veut aussi vraiment s'ouvrir ailleurs. Donc, le Royaume-Uni, la Belgique énormément, qui sont des pays où, en fait, les femmes osent beaucoup plus porter des couleurs, porter des motifs, être audacieuses dans leur style, etc. Voilà. Allez, une autre petite question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste vraiment, levez la main si vous en avez une, comme ça on va jusqu'au bout. 1 et 2. Allez, les 2 dernières. Au fond, il faudra venir. Pareil, c'est toujours. Je souhaite savoir. Attends, viens parce que sinon il y a un fil. Ok. Du coup, Élise, t'es maman et entreprenante. Ouais. Moi, je voulais savoir comment t'as fait pour gérer du coup l'arrivée de tes enfants et si tu penses que t'as consacré moins de temps pour ton entreprise ou pas. Non, je pense pas. Je pense oui, la première année de mon premier enfant. Mais j'ai pas vraiment pris de congé maternité parce qu'on était une toute petite équipe à ce moment-là, ce que j'ai trouvé horrible, vraiment. Je ne le referai pas de faire un congé maternité en travaillant parce que c'est pas un congé maternité déjà, et puis j'ai été énormément dans la culpabilité de chaque côté. J'étais dans la culpabilité parce que j'étais pas dispo pour répondre aux demandes du bureau, et j'étais dans la culpabilité parce que mon fils avait besoin de moi. Donc ça, vraiment, j'ai pas du tout aimé. Mais après, oui, j'y ai consacré un peu moins de temps à mon projet parce que je rentrais plus tôt, parce que mon mec bossait à Suresnes et que moi je travaillais dans Paris et que mon fils était à la crèche dans Paris. Donc voilà, c'était plus simple que ce soit moi qui aille le chercher. Donc ça, c'était vraiment la première année. Et après, aujourd'hui, c'est vrai que et peut-être qu'un jour je le regretterai, mais moi j'aime bien mon équilibre aujourd'hui avec mes enfants. Je ne les vois pas énormément. Je les vois tous les jours, le matin et le soir, pas ce soir. Mais je suis beaucoup aidée à la maison. Déjà par mon conjoint, qui fait énormément. Et je ne pourrais pas vivre, je pense, cette vie sans ça parce que je ne fais pas les courses, je ne fais pas le dîner, je suis énormément aidée là-dessus. Et après, oui, j'ai une nounou qui s'occupe de récupérer mes enfants à l'école et à la crèche le soir. Donc en fait, il ne me reste que les bons moments quand je rentre à la maison. Et ça, je trouve que, en tout cas moi personnellement, c'est un rythme qui me va bien. Mais peut-être qu'un jour, je me dirais c'est une erreur et tu les as pas assez vus. Mais pour l'instant, je trouve ça trop difficile déjà aujourd'hui de partir du bureau tous les jours en n'ayant pas fait tout ce que je devais faire. Donc, je crois que j'en voudrais presque à mes enfants si, en fait, j'avais pu faire la moitié de ce que je devais faire dans la journée. Donc moi, c'est un rythme qui me convient bien aujourd'hui. Une dernière question. Je crois qu'il y en avait une au fond. Ah, génial. Bon, la dernière. Désolé, j'en fais 2. Moi, je me posais la question, tes prints, est-ce que tu les dessines toi-même à la mano? C'est des prints exclusifs ou pas? Oui, ça fait partie de mes études que j'ai fait. En fait, moi, j'ai fait une école d'art, j'ai fait une prépa d'art à Paris, et après, j'ai fait une école d'art à Londres, et ma licence s'appelait Illustration and Visual Media. Donc, c'est très, 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 très très large, pardon. Et c'est un peu, je trouve aussi comme ça que sont faites les écoles en Angleterre, et je pense comme ça que vivent les gens en Angleterre quand je parlais de l'audace, justement, de ces Anglaises qui osent tout. Pour moi, ça va aussi avec les cursus scolaires qui sont hyper larges. Donc moi, j'étais en illustration, et médias visuels. Et en fait, ça comprenait tellement de trucs. Il y en avait qui faisaient du graphisme, il y en avait qui faisaient de la photo, il y en avait qui faisaient des vêtements de théâtre. Ça n'avait presque plus aucun sens. Mais c'est ce qui m'a permis de trouver ma voie parce que moi, je savais pas du tout ce que je voulais faire quand je suis rentrée dans cette école. À la base, je suis rentrée en prépa d'art pour faire de l'architecture. Je suis quelqu'un de
assez peu rigoureux et pas assez perfectionniste, je pense, pour faire de l'architecture. Donc c'était un truc qui me convenait pas et j'ai trouvé ce chemin-là. Et en fait, j'ai commencé mes collections en dessinant les prints. Et donc c'est comme ça que la marque est née. Et en fait, c'est ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, je dessine tous les imprimés des collections. Et je pense qu'on se rend pas trop compte aujourd'hui parce que on se dit, OK, bon, super, elle dessine ses prints. Mais en fait, il y a quasiment aucune marque qui fait ses prints. J'ai été en discussion l'autre jour pour une collaboration pour l'été prochain. Et la marque me disait, ah bon, c'est toi qui dessines les imprimés? Mais nous, on achète tout. Et oui, les marques en fait achètent des droits d'exclusivité sur des dessins. Par exemple, Liberty est un vendeur de tissus et un vendeur d'imprimés. Donc Liberty est très connu, mais il y en a 1 milliard des vendeurs d'imprimés. Et là où c'est notre différence, c'est que je dessine en effet tous les imprimés. Donc parfois au feutre. Celui-là, il est dessiné au feutre, par exemple. C'est pour ça qu'on voit un peu ces zones d'ombre par endroits. J'ai pas dessiné directement sur le tissu. Donc je dessine parfois au feutre, parfois je dessine avec mon iPad, parfois c'est à l'aquarelle. Enfin vraiment, il y a plein de techniques différentes et c'est ce qui me plaît aussi et c'est ce qui rend le tissu totalement unique. Et d'ailleurs, la robe que porte Céline, c'est un poids, certes, mais c'est un poids que j'ai dessiné, qui à la base était dessiné dans d'autres couleurs et qu'on a fait tisser. Donc, c'est pas de l'imprimé, c'est du tissage dans un atelier en France. Et voilà, et c'est un poids qu'on ne retrouvera pas ailleurs. Et c'est pas déposé? C'est pas déposé parce que c'est quasiment impossible de déposer des trucs. Donc, non, c'est pas déposé. Merci pour toutes vos questions, les filles, qui ont très bien complété l'échange. Merci pour votre enthousiasme. Merci évidemment, Élise. Merci, les filles. Et Merci pour place l'invitation. au cocktail.